Bonjour, bonsoir à toutes et tous et merci d'être présent sur ma chaîne YouTube ou sur le stand virtuel organisé par Studirama à l'occasion du salon sur les masters en relations internationales et en sciences politiques. Je tiens d'ailleurs avant toute chose à remercier Studirama de m'avoir invité dans le cadre de ce salon virtuel et de m'avoir proposé d'animer notamment cette conférence dont le but est de présenter les formations qui existent pour travailler dans l'humanitaire. D'ailleurs, cette présentation sera composée de 3 parties. Une première partie où je reviendrai tout d'abord sur le concept d'humanitaire, en y apportant des précisions, puisqu'il existe encore énormément de confusion à ce sujet. On entrera ensuite dans le vif du sujet avec la deuxième partie, en découvrant les formations et les parcours qu'il est possible de suivre pour intégrer professionnellement le monde humanitaire. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils pour vous aider à choisir votre formation si jamais vous avez des doutes et des hésitations vis-à-vis de l'une d'entre elles. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions si vous en avez. Il y a le fil de discussion qui est fait pour ça et j'y répondrai avec plaisir à la toute fin de cette présentation. Et avant de commencer justement cette présentation, je tiens évidemment à me présenter, d'autant que ça vous permettra peut-être d'avoir une première idée, un premier aperçu des multiples parcours pour travailler dans l'humanitaire. Je m'appelle donc Thibaut, je suis un professionnel humanitaire depuis 2014 avec un profil plutôt urgentiste, c'est-à-dire que je travaille essentiellement dans des contextes de conflits armés et de catastrophes d'origine naturelle. À l'origine, je suis juriste de formation avec une spécialisation en droit international et plus spécifiquement en droit international humanitaire, c'est-à-dire l'ensemble des lois qui encadrent les guerres et aussi en droit de la sécurité collective, ce qui correspond aux règles relatives aux opérations de maintien de la paix opérées par les casques bleus sous l'égide des Nations Unies. J'ai terminé mon cursus universitaire avec 2 Master 2, le premier en action et droit humanitaire obtenu à l'Institut d'études humanitaires internationales qui est rattaché à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence, et un second Master 2 en sécurité alimentaire et en développement agricole que j'ai obtenu à l'université de Paris-Saclay. Du coup, ce programme de formation m'a permis de très vite intégrer le monde humanitaire professionnel. J'ai d'ailleurs 3 missions à mon actif en tant que chef de programme en sécurité alimentaire et économique. C'est-à-dire que mon travail consiste à développer et à mettre en œuvre des projets qui ont pour objectif de répondre aux problématiques liées à la malnutrition, par exemple, ou qui visent à stimuler l'économie locale lorsqu'un choc économique a contribué à la perte de ressources essentielles dont une communauté a besoin pour subsister à ses besoins. À ce jour, j'ai eu l'opportunité de travailler à 2 reprises en Afrique, au Soudan du Sud plus précisément, où j'ai notamment participé à la relance des activités agricoles de plus de 50 000 personnes qui avaient fui leur région d'origine à cause de la guerre quelques mois auparavant. Et j'ai également travaillé en Asie, au Myanmar plus exactement, et là j'ai été amené à gérer un projet d'assistance alimentaire et économique auprès des communautés Rohingyas qui se trouvent toujours dans l'état du Rakhine, malgré les violences à leur encontre. Et à côté de ça, je suis également le créateur de Carnet de bord humanitaire, une chaîne YouTube au travers de laquelle j'utilise mon expertise sur les sujets humanitaires et mes compétences en pédagogie pour décrypter le monde humanitaire. J'ai notamment eu l'occasion de parler du dilemme qui s'impose aux organisations humanitaires lorsque l'aide est instrumentalisée au profit d'un régime totalitaire, mais aussi sur les enjeux relatifs à la sécurité des humanitaires et comment ils peuvent aider sans se mettre eux-mêmes en danger et compromettre la continuité de l'aide, ou encore pourquoi des centaines de millions de personnes meurent encore de faim de nos jours. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose d'aller dans le vif du sujet en commençant tout simplement par définir ce qu'est l'humanitaire. Et j'y tiens tout particulièrement parce qu'il existe encore énormément de confusion autour de ce terme qui est souvent utilisé à tort et à travers, notamment par les médias. Et puis de cette manière, ça permettra aussi à tout le monde d'y voir plus clair quand on parlera des formations qui existent dans ce domaine. Et alors en fait, l'humanitaire, c'est tout à la fois une histoire de contexte, d'objectifs et de cadre temporel. En effet, l'assistance humanitaire au sens strict du terme se situe dans un contexte de crise et d'urgence. Et quand je parle d'urgence, je fais plus exactement référence à des situations qui font soit suite à une catastrophe d'origine naturelle, comme un tsunami, un ouragan, une sécheresse ou encore un séisme par exemple, soit qui font suite à une catastrophe d'origine anthropique, c'est-à-dire une catastrophe qui est survenue du fait de l'homme. Et dans ce cas-là, on fait référence à un conflit armé, une guerre par exemple, une pollution environnementale ou un accident industriel.
Et comme je l'ai dit plus tôt, on est là dans des contextes d'urgence. Et urgence oblige, l'objectif principal, si ce n'est pas le seul, c'est de sauver des vies, d'alléger les souffrances et d'assister les victimes de la catastrophe. C'est ce que l'on appelle dans le jargon humanitaire, qui est très anglicisé, faire du life saving. Et pour sauver des vies, il est évidemment recommandé d'agir au plus vite afin que le taux de mortalité post-catastrophe soit réduit au maximum. Et pour cela, on peut par exemple distribuer des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, faire de l'approvisionnement en eau potable, ou encore assurer des soins de santé avec la mise en place d'une clinique mobile par exemple. C'est aussi pour cette raison que sur l'échelle du temps, un projet d'assistance humanitaire qui vise à répondre à une situation d'urgence est élaboré pour être mis en œuvre sur une échelle de temps courte, voire, si on regarde les choses sous un certain angle, sur le moyen terme. Et quand je dis une échelle de temps courte, je veux dire par là que les projets sont mis en œuvre sur une période de 3, 6 ou 12 mois renouvelables selon l'évolution de la crise et des besoins sur place. Et l'assistance humanitaire, qui prend donc place dans des contextes de crise et qui se focalise sur les moyens de sauver des vies en période de crise aiguë, n'est pas à confondre avec ce qu'on appelle l'aide au développement. L'aide au développement se concentre en effet sur les causes qui empêchent le développement économique et social d'un groupe de population. Autrement dit, l'objectif de l'aide au développement est plutôt de lutter contre la pauvreté. Il peut s'agir par exemple d'un projet de formation technique agroécologique pour développer l'autonomie alimentaire d'une communauté, ou bien il peut aussi s'agir de la mise en place d'une formation professionnelle à destination des femmes pour développer leur indépendance économique. Et pour pouvoir mettre en œuvre ce type de projet, il est évidemment nécessaire que le contexte soit stable, notamment en termes politiques, c'est-à-dire que l'on ne doit pas se trouver en période de guerre ou bien juste après la survenance d'une catastrophe naturelle. Et c'est peut-être cet élément qui différencie le plus les projets d'assistance humanitaire avec les projets d'aide au développement, c'est-à-dire que la stabilité est absolument nécessaire pour mettre en œuvre tout projet de développement. Donc, sans un minimum de stabilité politique, impossible de mettre en œuvre un projet de développement. Par conséquent, la stabilité dans laquelle s'inscrivent les projets d'aide au développement permet également qu'ils soient réalisés sur une échelle de temps plus longue que les projets d'urgence, puisqu'ils peuvent s'étendre sur une période d'1 à 3 années. Après, à titre d'information complémentaire, et pour apporter encore un peu plus de précision à mes propos, sachez également qu'entre une période de crise dans laquelle s'inscrivent les projets d'assistance humanitaire et une période de stabilité dans laquelle il est possible de faire du développement, il y a aussi ce que l'on appelle, ce que l'on désigne comme étant l'étape de réhabilitation. Et pour résumer ça en quelques mots, disons que la phase de réhabilitation correspond à la situation euh, qui prévaut à la sortie d'une crise d'urgence, sans pour autant que les conditions de vie générales aient retrouvé leur état d'avant la survenance de la crise. Donc à ce stade, au stade de la réhabilitation, le but est de permettre aux populations concernées de retrouver le niveau de développement qui existait avant la crise. Il s'agit généralement d'activités de reconstruction ou encore de réduction des risques par la mise en place de campagnes de sensibilisation ou d'éducation sur la gestion des catastrophes. Donc voilà, on a maintenant l'esprit bien clair sur ce à quoi on fait référence quand on parle d'humanitaire. Et avant de voir quelles sont les formations qui existent pour devenir un ou une professionnelle de l'humanitaire, je tiens également à rappeler que pour travailler dans l'humanitaire, dans ce domaine, il faut avoir des compétences adéquates. L'humanitaire est en effet un véritable domaine professionnel, et comme tout domaine professionnel, ça demande de véritables compétences, et en l'occurrence, pour l'humanitaire, on parle de compétences en termes d'analyse, pour évaluer les risques environnementaux, les risques économiques, sociaux et sécuritaires qui sont liés à une crise, par exemple, en vue de mettre en œuvre des activités qui répondront aux besoins de la manière la plus adéquate possible. Des compétences également en termes de management, ce qui suppose de savoir recruter, former et gérer une équipe, ou encore des compétences en termes de suivi budgétaire pour veiller chaque jour à la bonne utilisation des fonds qui sont attribués au projet d'assistance. Donc, contrairement à l'idée reçue selon laquelle tout le monde peut aider, et donc que tout le monde peut faire de l'humanitaire, eh bien en réalité, ça suppose plutôt d'être formé afin de s'assurer que la mise en œuvre des projets d'assistance et de protection auprès des personnes dans le besoin soit faite de la meilleure manière possible. Et puis, il faut aussi savoir que le monde humanitaire se compose d'une constellation de métiers tous très différents les uns des autres. Sur le terrain, dans le cadre d'une mission, il existe par exemple des postes qui sont liés à la gestion de projet, à la logistique, à la communication, la gestion des ressources humaines et beaucoup d'autres encore. Donc, autrement dit, ça signifie qu'il existe presque tout autant de manières différentes pour se former en vue de travailler dans l'humanitaire
et qu'il n'existe pas nécessairement un parcours type. Mais quoi qu'il en soit, dans un esprit de clarté, je classerai les formations qui sont actuellement disponibles en deux grandes catégories. D'abord, les formations dites spécialisées de l'humanitaire, qu'elles soient dispensées au niveau universitaire ou dans des écoles et instituts privés. Et deuxièmement, les formations techniques ou spécialisées, mais qui ne sont pas exclusivement liées à l'humanitaire. D'ailleurs, petite précision encore, dans le cadre de cette présentation, je ne mentionnerai que les formations de niveau Bac plus 5, et la raison est simple, c'est que les recruteurs au sein des ONG exigent, dans l'immense majorité des cas, que les candidats qui postulent à leur offre d'emploi ou de stage disposent d'un diplôme de niveau Bac plus 5. Donc, je ne parlerai pas des formations humanitaires de niveau de licence professionnelle. Et puis, s'agissant des formations de niveau Bac plus 5, je ne les citerai pas toutes non plus, puisque j'ai recensé pas moins de 18 formations de niveau Bac plus 5 rien qu'en France, qui possèdent la mention humanitaire. Mais ne vous en faites pas, je vais vous en présenter 10, donc c'est déjà pas mal pour vous faire une idée et pour vous aider à faire votre choix. Donc, je commence avec les formations spécialisées de l'humanitaire, universitaires et privées, et celles-ci se subdivisent en deux sous-catégories. D'abord, les formations de type généraliste, et puis les formations techniques. Les formations généralistes, tout d'abord, elles ont pour objectif de former, comme leur nom l'indique, des généralistes de l'humanitaire, c'est-à-dire des personnes qui sont aptes à travailler dans différents secteurs de l'humanitaire, autrement dit, à différents postes. L'avantage des formations de type généraliste, c'est qu'elles sont composées de cours vraiment pluridisciplinaires, à la fois pratico-techniques, comme la gestion de projet, la logistique, le financement, etc., mais aussi avec des disciplines qui entretiennent des liens avec l'humanitaire, comme les relations internationales, la géopolitique, l'anthropologie, etc. Et à terme, et c'est ça l'avantage des formations généralistes, c'est qu'elles offrent aux jeunes diplômés la possibilité de postuler à une grande variété de postes sans nécessairement se présenter comme des spécialistes dans un secteur en particulier. Par contre, l'inconvénient avec ce type de formation, les formations généralistes, c'est qu'elles ne se valent pas les unes les autres. C'est-à-dire que la qualité et les débouchés qu'elles offrent sont inégaux selon les formations en question. Et puis, dans le cadre de ce type de formation, un des conseils que je peux vous donner, c'est de bien choisir le sujet du mémoire que vous devrez rendre à la fin de votre formation pour que le sujet en question vous offre malgré tout un premier niveau de spécialisation et aussi, j'insiste encore dessus, je vous invite vraiment à bien choisir votre stage. Parce que la concurrence pour obtenir un stage est en effet très rude et il ne faut surtout pas faire un stage juste pour faire un stage et valider votre diplôme. Vous devez vraiment choisir un stage qui soit le plus professionnalisant parlant, c'est-à-dire qu'il soit une vraie continuité avec votre formation. Sinon, vous ferez face à beaucoup de difficultés lorsque vous voudrez postuler à votre premier poste après l'obtention de votre diplôme. Ensuite, s'agissant des formations techniques, là, l'objectif est de former des techniciens de l'humanitaire, c'est-à-dire des professionnels qui développent d'entrée de jeu une expertise dans un domaine spécifique de l'humanitaire. Et leur principal avantage, c'est qu'elles permettent de très vite intégrer le marché du travail, notamment parce que la qualité de ces formations est reconnue par les recruteurs. Et autre avantage non négligeable, c'est que ces formations permettent d'être formés à des métiers qui peuvent être pratiqués en dehors de l'humanitaire, comme par exemple dans le domaine de la logistique, des ressources humaines ou du contrôle de gestion. Par contre, le principal inconvénient de ces formations, c'est qu'il s'agit généralement de formations qui sont assez coûteuses et qui, par certains aspects, n'offrent pas autant de culture humanitaire que les formations généralistes, étant donné que les enseignements sont avant tout très techniques dans un secteur en particulier, comme ce que j'ai mentionné il y a quelques secondes avec la logistique ou la gestion des ressources humaines, par exemple. Donc, ceci étant dit, parmi les formations universitaires qui forment les professionnels humanitaires, il y a notamment le Master 2 Action et droit humanitaire, qui est dispensé au sein de l'Institut d'études humanitaires internationales et qui est rattaché à l'Université Aix-Marseille. C'est la formation que j'ai suivie et qui est dirigée aujourd'hui par le professeur Ludovic Henneberg, qui est d'ailleurs membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. C'est également une fondation qui est membre du réseau NOAA, donc Network on Humanitarian Action, qui regroupe 12 autres formations humanitaires et qui est financée et soutenue par la Commission européenne. C'est une formation généraliste, puisqu'elle propose un programme de cours pluridisciplinaire, par exemple avec des
cours sur la méthodologie du cycle du projet, en anthropologie, en géopolitique, en droit international humanitaire, en sécurité alimentaire, en logistique, etc. Et s'agissant des conditions d'admission, il faut être titulaire d'un master 1 en droit ou en sciences politiques, ou l'équivalent, et également avoir une expérience de terrain ou d'engagement auprès d'associations. Il y a également le Master 2 Politique internationale, parcours développement et aide humanitaire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc là aussi, c'est une formation généraliste avec des programmes de cours pluridisciplinaires en gestion de projet, en financement de l'aide internationale, sur le climat et le développement ou sur la communication, par exemple. Et en termes de conditions d'admission, la formation est ouverte aux étudiants de niveau Bac plus 4 issus de filières de sciences politiques et des IEP, en sciences humaines et en sciences sociales, donc comme la sociologie, l'histoire, etc., en sciences de l'ingénieur, en médecine ou en pharmacie. Il y a également le master politique et pratique des organisations internationales de Sciences Po Grenoble, qui est une formation qui est co-dirigée par Pierre Micheliti, le président d'Action contre la faim. Là aussi, c'est une formation généraliste avec un programme de cours pluridisciplinaire. Là encore, gestion de projet, droit international, politique et pratique de l'action humanitaire, mais également économie politique du développement durable. Et il y a aussi le Master 2 Communication des organisations, parcours communication humanitaire et solidarité de l'Université Lumière Lyon 2. Alors cette formation, elle a pour particularité d'avoir un programme de cours destiné à former des techniciens de la communication humanitaire avec des cours qui portent sur le monitoring de l'information, le montage de campagnes de sensibilisation, le plaidoyer, ou encore les pratiques numériques et les réseaux sociaux, etc. S'agissant des conditions d'admission, tous les étudiants de niveau Bac plus 4 diplômés en information communication, en sociologie ou en sciences politiques peuvent postuler à cette formation. Dans le cadre des formations spécialisées de l'humanitaire au sein des écoles et des instituts privés, on peut également citer donc Bioforce, qui est un institut privé qui forme des professionnels humanitaires depuis plus de 35 ans. L'Institut Bioforce, d'ailleurs, dispose de 2 centres de formation. Le premier à Vénissieux, qui se trouve dans la banlieue de Lyon, et le second à Dakar, au Sénégal. L'avantage de Bioforce, c'est que l'Institut propose un grand catalogue de formations de techniciens de l'humanitaire, que ce soit dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, mais aussi dans la logistique de l'action humanitaire, ou encore la gestion des ressources humaines et des finances notamment. Et cette grande offre de formation s'observe aussi au travers de la durée de chacune d'entre elles, puisqu'elles peuvent s'étendre de quelques mois à 3 ans. Il y a également le diplôme manager des projets nationaux et internationaux des organisations, qui est dispensé par l'École supérieure de commerce et de développement, que l'on appelle aussi l'école 3A. Donc ce diplôme forme des coordinateurs et des managers de l'action humanitaire sur 2 ans. Et il est possible de suivre cette formation dans l'un des 4 campus de l'école 3A, qui se trouve à Lyon, à Paris, à Rennes et à Toulouse. C'est une formation généraliste avec un programme de cours encore pluridisciplinaire, avec par exemple des cours sur la gestion de projet, le management d'équipe, le financement de projet ou encore le reporting. Et peuvent postuler à cette formation les étudiants de Bac plus 3, de niveau Bac plus 3, en gardant à l'esprit que l'admission s'accompagne d'un examen du dossier de candidature, puis des preuves orales et écrites. Il faut aussi mentionner le diplôme Management de la solidarité internationale et action sociale de l'IRCOM, qui forme des professionnels de l'action humanitaire sur 2 ans dans leur campus qui se trouve à Angers. C'est une formation encore généraliste avec des cours sur la gestion de projet, le management d'équipe, la gestion de projet, la gestion financière, la logistique, la géopolitique. Et en termes de conditions d'admission, la formation est ouverte aux diplômés de niveau Bac plus 3 qui disposent d'une expérience préalable dans la solidarité internationale ou dans le secteur de l'action sociale. Et enfin, la dernière formation que je peux mentionner, c'est le diplôme manager de programmes internationaux humanitaires et développement de l'IRIS-SUP, donc l'Institut de relations internationales et stratégiques, qui se trouve à Paris. Il s'agit d'une formation généraliste de niveau Bac plus 5, avec un programme de cours, là encore, pluridisciplinaire, sur le montage de projets, sur le droit international humanitaire, la géopolitique, l'anthropologie, le plaidoyer, la gestion de ressources humaines, etc. Et l'admission est ouverte à tous les étudiants avec Bac plus 4 ou équivalent.
Et enfin, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il est aussi possible de travailler dans l'humanitaire après avoir suivi une formation technique ou spécialisée, sans pour autant que cette formation soit exclusivement liée à l'humanitaire. Et donc là, je fais référence à des formations qui forment des professionnels, des experts dans une discipline spécifique, sans qu'ils soient nécessairement destinés à travailler dans l'humanitaire, comme par exemple les logisticiens, les responsables des ressources humaines, les contrôleurs de gestion, mais aussi les infirmiers, les médecins ou les ingénieurs spécialisés dans le domaine de l'eau, par exemple. Le principal avantage de ce type de parcours, c'est qu'il permet non seulement d'exercer un métier reconnu et essentiel dans le monde humanitaire, mais il offre aussi la possibilité de revenir très facilement travailler en France, par exemple, en dehors du monde humanitaire. L'inconvénient, par contre, c'est qu'une fois que l'on ressort formé et diplômé après ce type de formation, c'est qu'il n'est pas possible d'être directement recruté par une organisation humanitaire. En effet, avec ce type de formation, avec ce type de parcours, il est nécessaire d'avoir 2 à 3 ans d'expérience professionnelle dans votre secteur d'expertise avant de pouvoir être recruté. Après, rien ne vous empêche également de réaliser des passerelles entre les formations et d'avoir un parcours qui vous ressemble ou qui répond davantage à vos attentes intellectuelles notamment. Comme j'ai dit au tout début de cette présentation, l'important pour travailler dans l'humanitaire, c'est d'obtenir les compétences essentielles qui sont exigées à cet effet. Donc, quand je parle de passerelle entre les formations, euh, je fais par exemple référence à une personne qui suivrait une formation généraliste en gestion de projets humanitaires et qui en suivrait une seconde, plus technique, afin de se spécialiser dans un secteur plus spécifique au monde humanitaire. Un exemple parmi tant d'autres, c'est mon parcours. Puisqu'après avoir obtenu mon diplôme de Master 2 en action et droit humanitaire à l'Institut d'études humanitaires internationales à Aix-en-Provence, qui est un diplôme généraliste, j'ai souhaité me spécialiser dans le domaine de la sécurité alimentaire et économique avec un second Master 2 obtenu cette fois-ci à l'université Paris-Saclay. Un autre type de passerelle possible concerne par exemple le cas d'une personne qui suit une formation technique en gestion de ressources humaines ou dans le médical par exemple, et qui compléterait son cursus avec une formation généraliste humanitaire, de sorte qu'elle soit recrutée avec l'obtention de ce second diplôme, tout en ayant la possibilité de revenir à une vie plus normale à tout moment pour exercer son métier en France par exemple. Donc voilà. Maintenant, vous devez, je pense, avoir une idée plus claire des formations et des parcours qu'il est possible de suivre en vue de travailler dans l'humanitaire. Mais la plus grande difficulté qui se pose dorénavant, c'est de savoir quelle est la formation, la meilleure formation, ou du moins celle qui vous correspondrait le mieux, afin de mettre toutes les chances de votre côté pour être recruté par une organisation humanitaire après l'obtention de votre diplôme. Et c'est d'autant plus difficile de choisir une formation en particulier que, comme je l'ai annoncé plus tôt, on ressent pas moins de 18 formations de niveau bac plus 5 en France avec la mention humanitaire. Donc voici quelques conseils que je peux vous donner afin de vous aider à choisir votre formation. Et le premier d'entre eux, c'est de bien regarder de près les cours qui sont dispensés au sein des formations, puisque les enseignements qui composent une formation orientée humanitaire doivent non seulement être pluridisciplinaires, mais ils doivent aussi et surtout avoir une approche pratico-technique, c'est-à-dire être des enseignements qui seront véritablement professionnalisants, donc ils ne s'arrêtent pas à des cours généraux et théoriques, puisque cela facilitera grandement votre recrutement en tant que stagiaire à la fin de votre cursus. Autrement dit, je vous invite vraiment à bien vérifier que la formation en question comporte un ou plusieurs modules d'enseignement, tels que la gestion de programme, la stratégie opérationnelle et de financement, la logistique, l'évaluation de la qualité des programmes, le reporting, etc. Renseignez-vous également sur la présence d'intervenants professionnels. Il s'agit vraiment d'un élément important puisque les cours donnés par des intervenants professionnels ont une visée assurément plus pratique qu'un cours magistral qui est dispensé par un professeur. De plus, ces intervenants seront également vos premiers contacts dans le monde professionnel de l'humanitaire, qui est un monde où il est important de constituer un réseau. Et puis ces intervenants peuvent également vous donner de nombreux conseils dans le cadre de la rédaction de votre mémoire, voire de votre recherche de stage. Mon troisième conseil, c'est de bien vérifier depuis combien de temps cette formation existe. Et si je dis ça, c'est que plus cette formation existe depuis longtemps, plus il y a de chances pour que son équipe pédagogique dispose d'un réseau et d'un grand carnet d'adresses pour faire bénéficier leurs étudiants de l'expertise d'intervenants professionnels, de partenariats avec les organisations existantes ou de facilités pour la recherche de stage, par exemple.
Et enfin, mon dernier conseil, si cela est possible, prenez contact avec des anciens étudiants de la formation que vous convoitez. Parce que, en plus de toutes les informations que vous aurez réussi à collecter sur la brochure ou sur le site internet de la formation, eh bien, ces étudiants seront certainement les mieux placés pour vous offrir un retour sur la qualité de la formation dont ils ont bénéficié. Ils pourront également vous dire s'il aurait été facile de trouver un stage, puis un premier emploi dans le domaine de l'action humanitaire. Donc, n'hésitez pas, pour ce faire, à contacter l'équipe pédagogique de la formation pour qu'ils vous mettent en contact avec les anciennes promos. Voilà, on arrive donc au bout de cette présentation sur les formations qui existent pour celles et ceux qui auraient l'objectif de travailler dans le domaine humanitaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur le monde humanitaire et sur la solidarité internationale, je ne peux que vous conseiller de consulter les épisodes vidéo qui sont déjà disponibles sur ma page YouTube, Carnet de bord humanitaire. À ce propos, ne ratez pas non plus les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne dans le cadre de la série des briefings humanitaires pour tout comprendre des crises humanitaires actuelles en moins de 5 minutes. Et les premiers épisodes qui porteront sur ce sujet seront sur Haïti, le Soudan du Sud, l'Ukraine, le Myanmar et Madagascar. Je vous invite également à vous rendre sur le site internet de Carnet de bord humanitaire, où vous trouverez des articles de décryptage, des conseils par exemple pour obtenir un stage dans l'humanitaire, ainsi qu'un répertoire des formations qui existent dans le domaine de la gestion de projets humanitaires, en France, en Belgique et en Suisse notamment. Et bien entendu, n'hésitez pas à consulter aussi les pages du site web de Studirama qui sont relatives à l'humanitaire. Et à ce propos, je vous donne également rendez-vous le 8 février prochain à l'occasion d'un autre salon virtuel organisé encore par Studirama et qui cette fois sera intégralement consacré aux formations dans l'humanitaire. De mon côté, j'animerai à cette occasion une conférence sur la sécurité alimentaire et économique, c'est-à-dire en quoi consiste mon métier tout simplement dans un monde où 811 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, il nous reste encore quelques minutes pour que je puisse y répondre. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions qui ont été posées. La première question de Chloé. Quand on pense à l'humanitaire, on imagine tout de suite les pays étrangers, mais que peut-on faire sur ce plan à l'échelle nationale? Alors, à l'échelle nationale, vous avez notamment l'aide aux migrants, l'aide aux demandeurs d'asile. Donc, ça joint à la fois l'aide sociale, mais également l'aide humanitaire, parce qu'il existe des camps dans lesquels se trouvent de nombreux migrants, notamment dans le nord de la France, à Paris. Il y a quelques organisations qui apportent de l'aide clairement humanitaire sur le plan national pour cette thématique-là. Je pense notamment à Première Urgence Internationale, qui recrute également des bénévoles pour faire de la traduction auprès de ces migrants qui peuvent parler soit que anglais, soit arabe, soit une autre langue. Donc oui, c'est possible de faire de l'humanitaire à l'échelle nationale, mais de manière plus restreinte, sur des thématiques beaucoup plus restreintes. Deuxième question d'Hermine, qui est très intéressante. Est-il facile de concilier vie personnelle et fonction humanitaire? Eh ben, c'est justement une bonne question parce que non, la réponse c'est que non, c'est pas forcément facile. Euh, j'ai tendance à dire que c'est souvent un métier qui favorise les célibataires parce que si vous êtes en couple avec une personne qui n'est pas humanitaire, qui travaille en France dans un domaine strictement étranger à l'humanitaire, bah déjà, ce sera difficile de lui faire comprendre le métier que vous faites. Et puis aussi, ça imposera que vous vous absentiez pendant une certaine période de temps, pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant un an, avec quelques breaks, comme on dit, quelques périodes de vacances qui se limitent à 14 jours, généralement, tous les 3 mois. Et donc, pour avoir une vie de couple, c'est très clairement pas facile. Le mieux étant d'être en couple avec une personne qui travaille également dans l'humanitaire, donc qui pourra comprendre votre métier, vos contraintes, et puis peut-être travailler au même endroit que vous. Hugues me demande: beaucoup d'étudiants veulent travailler dans l'humanitaire. Y a-t-il des formations spécifiques pour avoir la certitude d'intégrer ce secteur? Eh ben, les formations, je les ai nommées. La plupart, toutes celles que j'ai nommées forment très très bien pour intégrer le domaine humanitaire. Après, les conseils que je donne et que j'ai déjà dit juste avant, c'est vraiment, vraiment, vraiment de bien travailler votre mémoire, que ce soit un sujet qui puisse déjà vous apporter une spécialisation, et puis surtout bien de bien choisir votre stage.
Je l'ai déjà dit juste avant, c'est un domaine où, il y a aussi beaucoup de concurrence pour, obtenir son stage, hem et pour avoir le plus de chances, non seulement d'avoir votre stage, il faut avoir un très bon mémoire, mais il faut aussi, bah, choisir correctement votre stage, qui soit le plus, professionnalisant parlant, pour ensuite vous permettre de partir également sur le terrain, pour avoir votre premier poste. Donc vraiment, gros focus sur le mémoire et le stage. Chloé me demande: «Peut-on travailler dans l'humanitaire avec un bac+2, bac+3?» En fait, généralement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les recruteurs favorisent les bac+5. Mais vous pouvez aussi très bien avoir un niveau de bac+3 dans un domaine, où, vous pouvez appliquer à un métier de l'humanitaire, comme la logistique, la gestion de ressources humaines, qui ne demande pas d'avoir bac+5 pour travailler dans ce domaine-là, en dehors de l'humanitaire. À cela, vous joignez 2 ans d'expérience professionnelle et vous avez vos 5 ans, je dirais pas votre bac+5, mais vos 5 ans pour postuler à un poste dans l'humanitaire, dans votre secteur d'expertise. Nihel me demande: «Peut-on encore travailler dans l'humanitaire avec la crise du Covid? Dans quel pays?» Il est tout à fait possible de travailler dans l'humanitaire avec la crise Covid, par contre avec beaucoup plus de contraintes. C'est-à-dire que, c'est plus compliqué pour certains travailleurs d'entrer dans le pays, dans un pays, ou alors c'est vous êtes soumis à davantage de contraintes. Par exemple, je donne un exemple, c'est, le cas du Myanmar, où à une période, l'an dernier, la période de Covid, la période de quarantaine était de 28 jours, donc le double des 14 jours imposés, partout ailleurs. Donc ça peut être compliqué, mais c'est pas impossible. Danae me demande: «Est-ce que c'est un secteur dangereux?» C'est un secteur qui comporte des risques, sécuritaires. Hem, Chaque année, on recense plusieurs centaines de travailleurs humanitaires qui sont tués, en fait, dans l'exercice de leurs fonctions, principalement des travailleurs nationaux, parce que ce sont eux qui sont le plus exposés, hem, au risque, puisque c'est eux souvent qui ont le plus accès à des zones qui sont interdites ou fortement déconseillées pour les travailleurs, étrangers. Heu, donc oui, c'est un secteur dangereux et c'est pour ça que les organisations humanitaires ont mis en œuvre beaucoup de règles et de modalités pour assurer au maximum la sécurité des travailleurs humanitaires, mais le risque zéro n'existe pas. Il existe des risques dans de nombreux endroits. Marion me demande: «Quelles sont les organisations humanitaires liées à l'enfant? Je souhaiterais avoir de l'expérience dans l'humanitaire. Comment puis-je procéder pour trouver un stage, un job étudiant?» Alors, trouver un stage ou un job étudiant, dans l'humanitaire, ça n'existe pas, à ma connaissance. Un stage, seulement après avoir, une formation qui est en lien avec, le domaine humanitaire. Et quelles sont les organisations humanitaires liées à l'enfant? En fait, beaucoup sont liées d'une manière ou d'une autre à l'enfant, puisque les personnes qui sont plus dans le besoin, qui ont le plus de besoins humanitaires sont souvent les enfants. Par exemple, au Yémen, 50 des personnes, qui sont en situation, de besoin humanitaire sont des enfants. Donc dès l'instant que vous apportez une aide humanitaire, que ce soit dans l'accès à l'eau et l'assainissement, que ce soit en termes de denrées alimentaires, bah, déjà vous, contribuez à apporter une certaine assistance auprès des enfants. Voilà, je crois que là, il n'y a pas d'autres questions. La conférence est terminée. J'espère avoir été clair et complet dans mes explications et surtout avoir répondu le mieux possible à vos questions. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, je vous invite à me rejoindre tout de suite, sur le stand virtuel dans le cadre du salon Studirama, où je reste encore disponible jusqu'à 20 heures. Merci beaucoup et à bientôt.